Welcome to the 11th and final edition of the Wage Roundtable series on Indigenous research and Indian residential schools in Canada. We are pleased to have the opportunity to have these discussions with you. Thank you all for being here, and Pamela Colombo will be our facilitator today, so I'll pass the floor to her. Thank you. Merci beaucoup, Karen. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Avant tout, merci beaucoup pour l'invitation à l'équipe de Wage, à Gérard, Karen, Marilyn, pour me proposer cet espace pour voilà, mener à bien une discussion autour de recherche sur les pensionnats pour enfants autochtones. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'avoir une conversation entre différents acteurs qui font la recherche autour de ces sujets depuis déjà quelques années. Donc, avant tout, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et aussi, merci beaucoup ceux qui sont connectés pour écouter la conversation qui va avoir lieu. Donc, si ça vous va, je vous propose de faire une toute petite tour de table avec les invités. Comme ça, on va connaître un tout petit peu qui sont, qu'est-ce qu'ils font, puis on va pouvoir commencer à discuter. Il y a certaines questions qui vont structurer la conversation qu'on va voir aujourd'hui. Mais justement pour starter, on s'est dit que c'était bien peut-être de faire une petite tour de table avec les invités. Donc, si ça vous va, on pourrait commencer pour le Québec. Là, Kathleen André, aujourd'hui avec nous. Elle est la coordinatrice de le volet commémoration du projet Pour ne jamais oublier, un projet de recherche en collaboration avec l'Université Laval qui est logé à l'Institut Chacapège. Et Kathleen André de la Nation Innu, il travaille depuis déjà quelques mois dans les projets. Puis Kathleen, est-ce que tu aimerais te présenter un peu, raconter un peu comment tu arrives au projet, puis voilà. OK, Kwe, Tayan Hatchino, je suis très honorée d'être avec vous, de travailler pour ce projet-là parce que ça m'interpelle beaucoup. C'est sûr que moi, mes parents sont allés au pensionnat et pour moi, c'est un honneur de travailler pour ça. Je suis consultante pour l'Institut Sagapiche depuis quelques mois. Travaillé quand même 11 ans à l'Institut Sagapiche comme coordonnatrice de la langue, ensuite coordonnatrice de la culture. Puis aujourd'hui, je travaille seulement pour les pensionnats, mais pour un autre projet aussi, pour la langue aussi. Merci. Merci beaucoup, Kathleen. On a aussi aujourd'hui Isabelle Lalancette, qui est conseillère au développement, au soutien de la gouvernance à la communauté de Mashtoya, je suis de la Nation Innu. Puis, on a aussi le plaisir de collaborer avec eux, notamment avec Isabelle, depuis déjà quelques années autour de la recherche sur le pensionnat des Points Bleus, notamment. Donc, est-ce qu'Isabelle, tu voudrais te présenter un peu, raconter un peu aussi le projet qui menait à Mastoyage? Oui, en fait, coué tout le monde, c'est ça. Si je suis ici, c'est que je collabore avec Pamela pour le projet du pensionnat de Pointe-Bleue et je suis en charge aussi au niveau de la communauté de tous les projets de recherche. Alors, je les coordonne, c'est un peu pour ça que je suis là. Ça fait bientôt 2 ans et demi, 3 ans presque qu'on travaille ensemble. Puis c'est quand même quelque chose de quand même gros parmi les recherches qu'on a à Mashtawiach. Alors ça me fait plaisir d'être là puis de pouvoir vous en parler plus longuement tout à l'heure. Merci. Merci, Isabelle. So right now we are probably going to introduce the Anglophone invites that we have today with us. Probably we can start with the two members of the Solo Nation Research Group that are today here with us. Well, thank you so much, Amber and Kathleen. And could you present yourself, what your research post on, like in general terms, the research that you're doing with the Solo Nation? Good morning, everyone, or it's morning for us, afternoon for everyone else. It's a pleasure to be here today. My name is Amber Kostuchenko, and I'm a non-Indigenous staff member at the Stalo Research and Resource Management Center. It's a center not unlike Institut Tekapush that's been around for about 20 plus years, focused on all kinds of research to support the Stalo community. The Stalo
are a group of 21 First Nations based in the Lower Mainland area of Vancouver, so the Fraser Valley. And there were three residential schools in the territory of the Stalo, including St. Mary's, which was a Catholic run school in Mission, BC, Kokolitsa, which was a United Church run school in Chilliwack, BC, and All Hallows School in Yale, BC, which was a different type of residential school in that it was for girls only, but it also accepted non-Indigenous settler children as well. Another part of our research looks at the Kokolitsa Indian Hospital. When the Kokolitsa residential school was closed, the buildings were converted into an Indian hospital for the treatment of Indigenous people from all over BC who had tuberculosis. So we have a very broad project with pretty much all of the religious entities involved, but also the hospital. So it touches on many issues that I think are being faced by other nations across Canada. I'm the project manager, so I kind of oversee the whole project. I have a background in residential school research. I actually worked for the federal government during the Indian Residential School Settlement Agreement and helped to get records over to the Truth and Reconciliation Commission that are now part of the NCTR's collection that Raymond, I think, will be speaking about. I'm going to let Kathleen introduce herself as well. Bon, bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Kathleen. Je parle français, mais en ce sujet-là, je suis plus confortable de parler en anglais, mais je peux quand même faire ma traduction en français. Donc, oui, je suis une rechercheuse. Je travaille avec Amber et l'équipe. Je suis rechercheuse et coordinatrice pour ce projet-là. Ça fait presque 5 ans depuis que je travaille en ce domaine et je suis très contente d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Kathleen. Well, Raymond, you're the last one. Raymond Fergner, he's the head director of the archives at the NCTR, National Center for Truth and Reconciliation. Can you introduce yourself briefly about your role at the NCTR? Thank you. Sure. Tansei Netigason Notari Oscar Egua Nigari Doris Natatoscan National Center for Truth and Reconciliation. My name is Raymond. I'm the Director of Research and Archives for the NCTR. I started in 2016, and my mandate has been to oversee the acquisition, safekeeping, and access of the records that document the history and legacy of the residential school system in Canada, as well as, for now at least, I'm also overseeing the research component of the NCTR for large-scale national projects that are doing research into various aspects of the residential school experience. Parfait, merci. Donc, les présentations sont faites. Si ça vous va, on pourrait commencer à discuter autour des questions. Donc, on avait préparé quelques questions pour starter un peu la discussion aujourd'hui. La première question, une question très simple, mais à la fois complexe, c'est comment le processus de recherche autour des pensionnats a-t-il commencé? Donc, ça serait adressé notamment aux équipes de recherche dans chacun des vos cas. Et puis, pour Raymond, ça serait un peu différent, mais la question, ça serait un peu plus comment le processus de recherche dans les archives commence pour les familles qui vous contactent ou pour les groupes de recherche. Donc là, on a un peu deux points de vue un peu différents des équipes de communauté, mais aussi de l'institution à laquelle la grande partie de nous, on va chercher les archives. Donc, c'est qui voudrait commencer? Je peux commencer. Oui, vas-y. OK. C'est ça. Nous, en fait, il faudrait que je parle un petit peu du processus, là, comment ça fonctionne au sein de notre communauté. D'abord, on a été approché par Pamela de l'Université Laval par courriel, qui nous a parlé du projet, du pensionnat, parce que nous, on a le pensionnat autochtone de Pointe-Bleue, qui est à Macheteuiatche. Puis, elle nous a parlé de son projet, puis ça semblait intéressant. Donc, on a fait plusieurs rencontres ensemble. Puis, on était intéressés, après plusieurs rencontres, tu sais, avoir de l'information.
comment ça a fonctionné, c'est que nous, on a des ententes de recherche. Alors, il fallait signer vraiment une entente de recherche là, en bonne et due forme. Mais avant de signer l'entente de recherche, on était en contact avec l'Institut de Chakapèche parce que eux avaient déjà démarré leur projet puis étaient beaucoup plus avancés que nous. Puis ce que nous, on a aimé, c'est qu'on a créé un comité paritaire qu'on appelle le projet Internation. Alors avec les CRI, ensuite avec Chakapèche, Innu de cette île et avec nous. Fait qu'on a pu comme commencer le projet puis nous s'intégrer à l'intérieur du projet du pensionnat de Pointe-Bleue. Alors, je dirais que ça a commencé comme ça. C'est sûr qu'avant de signer l'entente, là, je vous dirais qu'on s'est rencontrés en 2023, puis l'entente de recherche, ça a été signée que le 6 septembre 2025. Ça a pris quand même, mais on avait besoin de ce temps-là. Puis tantôt, on va parler des enjeux. Fait je pourrais vous parler des enjeux. Fait que ça a fait un peu que ça a retardé notre signature pour l'entente de recherche. Mais c'est ça. Fait qu'en fait, nous, on a une unité administrative qui est porteur du projet parce qu'au sein de l'organisation, ça prend vraiment un porteur du projet. Puis moi, mon unité, c'est le soutien à la gouvernance. On avait déjà reçu des sommes d'argent pour le fonds Vérité-Réconciliation, pour la commémoration du pensionnat et pour faire plein d'activités. Alors, c'est un peu comme ça, là, tu sais, qu'on connaissait un peu le projet, puis les différentes tangentes qu'on pourrait aller de l'avant, là, tu sais, avec le pensionnat de Pointe-Bleue. Donc, ça a commencé comme ça. Merci, Isabelle. C'est qui voudrait continuer? Je vais commencer. C'est sûr que je suis nouvelle un peu. Il y a des choses, c'est peut-être que tu vas m'aider, Pamela. Oui, bien sûr, je suis là. C'est sûr qu'en 2021, il y a eu les pensionnats de Kamloops, où est-ce que les sépultures ont été trouvées, où est-ce que la nation Innu aussi s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est venu, avec ce qui s'était passé? Il y a beaucoup de choses qui est venu en compte après. Il y a eu la collaboration avec l'Institut Chagapèche avec l'Université Laval. Il y a des choses que la nation Innu s'est posées puis qu'on n'a jamais eu de réponse encore aujourd'hui, mais en 2022, ben, les deux se sont comment je reste en collaboration avec Pamela Colombo puis Gérard Durem, qui s'appelle, les deux. C'était pour comprendre aussi le parcours des pensionnaires aussi, puis de pouvoir instituer toute la recherche ensemble, puis pouvoir travailler ensemble avec l'Institut Chagapiche. Puis quand on parle de l'Institut Chagapiche, ben leur mission, c'est la sauvegarde de la langue et du patrimoine. Puis aussi, on assure un soutien à la conservation du patrimoine Canada, de la culture Innu. La première recherche qu'on a eue, c'était en 2022. C'est là qu'on a commencé à faire l'histoire. Puis je pense que si tu veux valider avec moi, C'est Pamela. parfait. Mhm. Mhm. OK, c'est bien. Merci. Merci, Kathleen. I don't know if probably Amber or Kathleen, you wanna talk about how everything started with you and your research team at the beginning? So for us, we're very close to Kamloops First Nation that released the, I guess, announcement of the discovery of potentially 215 unmarked graves back in May 2021. And for us, we report to Chiefs Council, and their reaction was to direct us to start looking into the possibility of unmarked graves and missing children related to the schools in the territory, which is why our project is so big. And of course, we cannot separate the experiences of children going into residential schools and then into Indian hospitals. And so that's why we expanded to include the Indian hospital as well. We also received funding from the federal government that first year in 2021 and have continued to do so since then. We also were very fortunate to have a provincial government that was interested in organizing and supporting the work that was happening here in BC.
And so the provincial government also released some funding for one-time only funding that was for 2 years for us to begin this work as well. And they also began organizing all of the communities that are leading this work in BC. We continue to meet, the 21 lead communities continue to meet twice a year in person. We also have struck a technical working group to support all of the technicians that are doing the work. So council leaders meet biannual meetings, but the technicians, those of us who are doing the work, meet more or less every month online to share issues, try and help each other with solutions, and work together that way and share information. It's been a wonderful way to connect with our fellow colleagues that are doing this important work in other areas. And so that's really the origin of the project. Because I had a background in residential school research already, having 14 years experience doing that, I knew that the National Centre for Truth and Reconciliation was an important partner. So that was one of our key steps, was to reach out to them to create access agreement. I might just leave it there for the first question. Okay, great. Raymond, I don't know if you want to probably explain Yeah, probably it's how research start most of the time with you, like family and research groups are contacting you, and also how Kamloops probably change everything for you too. Yeah, for sure. I think maybe just to put this in some historical context as well, the NCTR and the Truth and Reconciliation Commission itself was really a product of the evolution of the recognition of human rights across the 20th century, and finally to more specifically collective Indigenous rights. The Truth and Reconciliation Commission would never have existed if it wasn't for the fact that there was a tremendous amount of case law that was challenging the federal government to own up to the experiences of survivors at residential schools, including the largest common law challenge in the history of Canadian common law. So the government was forced in 2007 to come to terms with the fact that there were significant Indigenous rights violated in these schools. So, and that evolution in an international level can also be reflected in the fact that the UN Declaration on Indigenous rights of Indigenous peoples came out as well that year in 2007, and that actually was thought of by the TRC as a kind of template for the 94 calls to action and some of the things that they wrote. The TRC and then eventually the NCTR was a product of that evolution of recognizing Indigenous rights, and so by the time that Kamloops happened and there was a recognition in 2021 that there was a very significantly large number of unmarked burial sites that are associated with the 144 schools that were originally identified in the Residential School Settlement Agreement. The question became how to address this historical fact, the history and legacy of what exactly happened, the survivor experience. How can we learn from this? How can we interrogate it, understand it? And to be clear, when the IRSA was struck, the Indian Residential School Settlement Agreement was struck, there was very little, in fact, given in terms of direction for the archives. Schedule N of that agreement was the only clear articulation of a responsibility to store and share the records. And that basically said to create as complete as possible, quote unquote, resource base for the research into the history and legacy of residential schools. So as the NCTR went out and the TRC as well went out to try and acquire these records, to date, we visited and inquired to over 150 different public and private repositories holding these records. We've constantly run up against resistance by different interest groups, governments, church groups, etc., who say, well, what exactly do you mean by complete as possible? I mean, and so the TRC, in fact, went back to the Supreme Court 3 times to try and force government and church groups to open their records further. And we continue to work with church groups to make these records available. But at the end of the day, this will be our mandate as long as we exist. And as we continue to work to acquire these records and make them available, the research will be ongoing into these unmarked burial sites. So at the moment, if someone wants to do this investigation, the best way that we can do it, due to the fact that we're under Manitoba's Freedom of Information and Protection of Privacy legislation, is to strike a memorandum of agreement with us. We will sign this agreement with a researcher or team of researchers that will give the researcher unfettered access to all of our holdings. So every record that we hold in our internal database shall be opened by this agreement. So a researcher can read through everything, even the most sensitive and potentially harmful records
that otherwise would not be in the public domain because of the nature of their content. But a researcher can go through everything in our database, take notes, and if they identify records that they want copies of, we can then make a proactive release of those records. In this way, we're basically recognizing the fact that many of these records could be damaging if released into the public domain for survivors. I mean, there has been some accusation that, perpetrators are hiding behind this legislation, but in fact, this is the only way that we can open the records. And just to give you an example of this, when I started working here in 2016, the very first thing I had to deal with was a lawsuit challenged by a number of church groups who claimed that we were releasing too many records and that we should be completely shut down in terms of access. And that was the very first thing I had to do when I started working here as the archivist. And since then, it's never ended. The questions of litigation over whether or not we can release these records and how many can be released has never stopped. And at the moment, we're actually working on a publication, myself and a few other archivists, on what are the community implications of this type of sensitive information? How can it be created, stored, and respectfully shared? Because that's the inflection point that we're at this point, at this moment. Là, on pourrait continuer à en discuter, à vous écouter concernant les premières étapes dans la recherche, mais aussi les difficultés rencontrées dans cette première étape, et puis peut-être comprendre un peu mieux ce processus de décision qui va de pair avec presque n'importe quel projet de recherche, que c'est, ben, il faut faire des choix, on peut pas tout lire, on peut pas tout savoir, donc comment on décide quelles questions ben, on va prioriser, comment on est capable d'établir des priorités, étant donné bon, qu'on travaille sur un sujet tellement sensible. C'est quoi la bonne méthode que vous avez retrouvée? Est-ce que c'était comme ben, essayer différentes choses à la fois, se focaliser seulement sur les archives, ou se focaliser sur les témoignages, ou faire un peu tout au même moment? Et puis voilà, si vous pouvez nous raconter un peu ce premier moment de décision de recherche très significatif et aussi un peu déchirant parfois parce qu'il faut laisser des choses de côté. Puis voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer à raconter un peu et puis partager avec nous. If I could just offer very quickly Yeah. the conseil for communities, I think the Stolo has a very good model, recognizing the fact that each of these schools took in 10, 20, or maybe 30 or more communities' children. There has to be some kind of a collective overview to the research. It can't be community by community. It has to be somehow regional, or it has to be somehow collective. Otherwise, the research will be repeated, the resources will be dispersed to the point where they're not effective. So there has to be some kind of collective research approach. That's for me is step one. Okay, that's a really good intervention. And probably I will launch to the Solo Nation and ask how you manage to do it, how you manage to be like a collective research group with multiple nations and multiple residential schools at the same time. Do you have like advices? Which are the problems you find for doing that, and which are the advantages of doing it? I'll jump in and take this one. Yeah, how did it happen? Well, we're very fortunate. As I mentioned, the Stalo Research and Resource Management Center has been around with its origins basically in the 1990s as part of an Aboriginal Rights and Title department that's shifted over time. And now we have this research center. So we actually already have our own Stalo Library and Archives. We have a Stalo genealogy office that supports communities to make family connections. We have our own archaeology department. We purchased ground penetrating radar machines as part of this, but we already had the people who knew how to run them and could manage that geophysical search. We also have GIS, Geographic Information Systems and Geomatics group that can do the surveying, find aerial photos for us and turn them into maps, etc. So we actually were very fortunate that we already had been established as a center of doing exactly this kind of research. We had not been focused on residential schools before, but we had already been working with communities, building
relationships with knowledge holders and rights holders of the nations, and have been recognized as being the place for the 21 Stalo First Nations to do this type of work. So we do have a couple of advisory bodies that support us in this work. We report to the Stalo Nation Chiefs Council. They were the ones who gave us that initial mandate to do this work. But we also have an advisory group that's more broadly set up to encompass more of the First Nations, the Stalo First Nations that want to participate. And then we also have our survivors group, primarily survivors of St. Mary's, who have come to support us in this work. So we are very lucky. I will also mention our director, Dave Sheppy. He has worked with the Stalo Nation since the early 1990s. So he personally has a lot of support and connections with the communities that has allowed the communities to trust us with this work. And we spend a lot of time working on communication to the communities to let them know what we're doing, how we're doing the work, to receive their questions when they have them. And I think that community support is something we don't take for granted. And we do take the time to make sure that we are continuing to act in a way that is authentic and that they feel that they can trust us. And that takes people like Kathleen and others on our team to make those personal connections with our community members as well. Yeah, so we have been very fortunate that we can take this broad approach. And we've seen struggles in other communities where, they have residential school in their territory, but their children went to a different residential school that's not even that far away, but they're not the lead for that. One of the things that helps us tackle that challenge collectively here in BC is that group of the lead communities getting together, talking frequently, making sure that we're sharing information and that those relationships are happening at the nation to nation level. So we as technicians are supporting that work, but we're not leading that work. And it's been a very effective model here in BC, at least for those of us who are leading this work. I don't know if you were to talk to a First Nation that is not one of the lead communities, how they would feel about that, but we are doing our best to stay connected where we can. I hope that answered your question. Yeah, it was great and also resonates a lot of what we find in Quebec, and we start doing the work with the Institut Jacques in 2022. And really quickly, we realized that it was nonsense to continue to do it by ourselves. And so we start reaching out the other First Nations involved, but it's a really long process, and we are confident that's the way to go. It's something that is difficult, takes time. Probably here in Quebec, there was not much research done before regarding the residential schools. It was not infrastructure, so we're feeling that we have to build that pretty much that from zero. So it's taking a huge amount of work, but experiences like yours give us a good idea of how to do it, and it's really inspiring. So thank you for sharing. And en écoutant Amber, je me disais, Kathleen, parce que Amber l'a expliqué justement l'importance, pas seulement de peut-être le travail plus de l'équipe de recherche, où il y a parfois comme plus de monde technique, etc., mais aussi de cet moment de communication, avec les survivants, avec les communautés, puis cet aller-retour nécessaire aussi pour bien faire la recherche et pour bien penser à tous les moments de la restitution, pas seulement à la fin de la recherche. Donc, je me disais si tu pourrais partager avec nous un peu le travail que tu fais auprès des communautés. C'est quoi la tournée des communautés que l'Institut Chakapèche est en train de faire dans les communautés Innu au Québec en relation à ce projet-là? Peut-être tu peux donner quelques exemples de voyages que tu viens de faire il n'y a pas longtemps. C'est sûr que c'est très, très, très émouvant de partir, d'écouter les gens, de saisir toutes leurs sentis parce que il y a beaucoup de choses qui se sont comme tues, qui n'ont jamais été nommées.
quand on vient dans les communautés, comme la dernière fois, on est allé à Matchimécouche, il y a eu beaucoup de témoignages qui n'avaient jamais été dits. Puis ça a été très difficile pour nous aussi de pouvoir sentir ce qu'ils ressentaient parce que on essaie quand même d'être impartial puis de pouvoir quand même être compatissant aussi. Je vois aussi que ça leur fait du bien parce que c'est des non-dits qui n'avaient jamais été nommés puis qu'on n'avait pas le droit de nommer. On n'avait pas le droit de dire que les prêtres, telle affaire. Quand les gens parlaient là-bas, ben, c'était comme revenir aux sources, puis de pouvoir mentionner pour eux, c'était bien. Puis de voir aussi les statistiques, toute la banque de données, ils étaient contents de le voir parce que c'était la première fois qu'ils pouvaient voir quelque chose. C'est quelque chose de concret, puis de pouvoir savoir il y avait combien d'enfants, de savoir aussi qu'un jour, ils vont avoir leur parcours pour eux. C'est pas encore fini. Bientôt, on va aller à Mingan, puis à Natashquan aussi, aller finir notre tournée aussi. Peut-être en t'écoutant, Kathleen, je lance une autre question. C'est une question difficile, mais devant laquelle je crois qu'on est confrontés tous, les difficultés qui viennent avec ce type de recherche-là. Donc, je voudrais un peu vous écouter concernant justement les difficultés les plus importantes que vous avez rencontrées ces dernières années en faisant ce travail-là. Ça peut être autant au niveau d'accès, au niveau des choix, au niveau du soutien, au niveau d'articulation avec multiples nations. Je sais pas, j'aimerais comme que peut-être on parle de difficultés aussi pour voir peut-être par la suite des possibles solutions, etc. Voilà, les problèmes où on bloque maintenant présentement au niveau des équipes de recherche, mais aussi peut-être, Raymond, tu pourrais aussi nous dire de votre côté, c'est quoi en fait les plus gros challenges que vous avez dû faire face ces dernières années avec les grands changements qui a produit en fait l'annonce de Kamloops. Je sais pas c'est qui voudrait commencer. I could say maybe for us, Yeah. maybe the biggest challenge is the question of Indigenous data sovereignty. That's especially in a digital environment, that's come up as a significant question with every research group that we work with. And in particular, since we have now the principles of OCAP that talk about the responsibility of repositories to recognize that if there's records that have anything that concern anything about a particular Indigenous community, they should be having some kind of an input into the use and access of those records for whatever purpose they'll be used for. We have our own Indigenous data sovereignty policy that's built off of that, but the challenge comes in the process. We completely recognize and agree with the idea that Indigenous communities must and should have input into the access and use of records that concern them, that are about them. But how do we apply that is the question. So for me, for example, I'll have the records of a particular school, say Dumbo in southern Alberta. A community will come to me and say, well, you know, our children were sent to Dumbo. We want all the records of Dumbo, including the quarterly returns, the discharge files, the accession records. And my first response is always, well, you know, if you look at a quarterly return, there'll be children from 15, 20, 30 different communities. Who held sovereignty over those quarterly returns, and how do we manage the access and use of them? This brings me back to, again, what I was saying earlier about multiple communities coming together to understand how these records can be best used for their purposes. Because if you try to do it community by community, it's simply not possible. So there has to be some kind of a coordinated approach to the research process. I've had communities come to me asking for the exact same set of records about a school because their children were sent to the same school as in other communities. So I often have to say, well, you know, you can look at all the records in our database and then decide what you want. But often the response I'll get is, well, you know, under the principles of OCAP, we should have complete access to all of those records. But then, I mean, what happens when one community gives a different level of access and use privileges to these records than another community that holds the same records? You can see where it becomes enormously complicated if it's done by each individual independent community. So at the end of the day, we do certainly agree with the idea of the principles of OCAP, but even when you read OCAP, it will say that, you know,
the particular context of the use of the records is how OCAP must be applied. And that's what brings us back to, examples like the Stolo, where, we do have multiple communities coming together to work on this research rather than, and also one final note, CIRNA in their approach to funding this research, unfortunately has been funding the research community by each individual band council, which again, I feel fragments the research approach and is a basic misunderstanding of how this research process occurs. Thank you. I don't know if Amber or Kathleen, you want to jump in? Sure. I'll just say I share your concerns there, Raymond, and I'm glad you raised that as an issue. I'm going to talk a little bit about the records themselves, not so much the access of the records, but the fact that there are multiple copies of the same records in multiple repositories, and that is a big challenge. So as a bit of a background, of course, when the Truth and Reconciliation Commission was doing its work, it was gathering records from churches, it was gathering records from government, and pulling them together into its own to do its own research, which then now has ended up in the National Center for Truth and Reconciliation. But the government has copies of records that were in church holdings, and the churches have moved their records around. And so what we see is the same record coming to us from different repositories. The challenge of that is the time it takes to review a record and go, oh, I've already seen this. So it's a waste of time. It's not a waste of time because we need to look at the records to know that we don't need to look at the records, but it's a time black hole that sucks up some of the time that could be spent doing other pieces of the work. Maybe I'll just leave it there, but I'm going to turn it to Kathleen because I know she wanted to talk about a couple of things as well. Thank you. I can also just add just on the records as well, like sometimes how they come to us is also a bit fragmented. So I was reviewing, I spent the day yesterday reviewing records, and it's like we'll have the cover letter, but you don't have the adjoining piece. So you know that piece is important because of what it says in the cover letter, but there isn't a way to easily track to find out what that attachment was. So that does take a lot of time as a researcher to sort of sort through all of that and try matching those pieces up so we can understand that story. So that is an issue. I think another issue that's linked to that is the funding is changing, and I'm sure all of us who are working in this area are facing those same challenges, and that this work is not done. There is so much left to review, to people to speak to. There's so much work that needs to get done, and the funding is becoming more unsure as we move forward. And so I know within our project, we've started to have discussions of, okay, well, what are we able to do with the time that we have left, and sort of tie it up in the best way possible, and in the hopes that, we'll be able to pick it up in some other way, but that sort of instability is very problematic. And I think, when we're working with the people we're working with, the fact that this work has begun and might not be able to be finished in the way that we're hoping and planning to do is extremely hurtful and a very big problem. And I think tied to that as well, we're noticing as well that there's also a big misunderstanding, I think, in the greater public, about what we're actually doing and the type of work that we're doing. And this is leading to, well, in BC, there's been a lot of sort of increased denialism, and it's becoming a bigger problem, and we're noticing it coming back at teams that we're working with. And again, because in BC we do work with teams across the province, we're hearing that over and over and over and over. And there is, I think, the lack of an ability for us to communicate effectively what we're researching, how we're researching, what like even just really basic things like what is GPR, what does it actually tell us? There's a real that those messages are getting really muddled, and it's leading to misunderstanding and just sort of misunderstandings just generally. And then there's a small group of very loud people that are getting a lot louder, and that's growing. As researchers, we are trying to just do the work, and we're coming up against more time pressure with the funding,
we don't necessarily have the resources to be able to address that. If I could maybe just add a bit to what Kathleen had just said too, and Amber as well. And there is a mistaken idea in the popular conscience that there was a record keeping system that held these records. In the history of the residential school system, there never was a comprehensive record keeping system. The Oblates held their records and managed them their own way. The Anglicans, the United Church, the federal government, the provincial government, coroner's inquiries, RCMP, each of these entities handled their records within their own records management system, and they never talked to each other about it. So one of the bitter ironies of all of this is that, one of the largest social programs in the history of the country never actually had a consistent record-keeping system supporting it or documenting it. So what that's led to is significant inconsistencies across the records. So for example, for us, with 144 schools in the settlement agreement, not a single one of those schools has a complete set of quarterly returns or discharge records or admission files. Every single school has those gaps. So we have a program where we respond to survivor inquiries, and we will produce, if someone inquires with us, a comprehensive dossier of every document we hold about a student if that survivor or a relative of that survivor asks us for that. And to date, we've responded to well over 2,000. We're about to put up a dashboard that will show by region and number just how many, but it's approaching 2,500 responses, dossiers that we have sent out to survivors and their families that document everything we can possibly find on that particular student. But in all of that, I mean, that's 2,500 that we responded to. There's almost another third of that, about 30%, where we've had to say to the inquiry that there are no records whatsoever found. So that just gives you an example of the number of gaps and missing records that are out there that we're finding in various locales that constantly surprise me. For example, just at the start of this month, start of January, I was surprised to find that the Church of Latter-day Saints have some records in Utah that they copied, Sacramento files from Northern Alberta, and they might have the only digital copies. And so we're now talking about trying to figure out what we can do to make those records, first of all, acquire them and make them available to the communities that need to see them. But I mean, this is just one example of the inconsistencies, but when it gets turned around and people ask about the records and we say we don't have them, one of the first questions we always get is, well, why are you hiding them? I'm like, well, actually, we don't know where they are. We're still trying to find them ourselves. But I always have the response that I get frequently is that, that people don't believe us, that we're holding them back. We're supporting or defending perpetrators of crimes against children or things like that, which is completely not true. But one final piece of advice I would say, though, is that GPR is not a panacea. And at the first step to this kind of research is to do a deep historical archival research investigation to understand the history and context of what's happened before applying GPR. Because GPR is only one component. It's only one small set of information in a very larger information universe that talks about these schools and their survivors. Merci Raymond. Peut-être je voudrais rebondir. Là, je change un peu mon chapeau. Là, je parle en tant que chercheuse. Puis, je voudrais rebondir concernant la difficulté justement dans les archives. Parfois, c'est des difficultés qui ont à voir avec ce que Raymond disait comme ben, c'est des trous. En fait, on retrouve malgré qu'on essaye de reconstruire le parcours des enfants, malgré qu'on essaye de comprendre, ben, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de manques. Mais parfois, on ne sait pas si on a mal cherché, on ne sait pas si sont ailleurs ou qui sont pas accessibles. Donc, il y a toujours ce doute aussi en parlant un peu aussi de que c'est toujours un grand effort. Faire ce type de recherche, c'est très time consuming. Mais parfois, on ne sait pas vraiment la cause derrière les manques d'informations. Et comme bien a dit aussi Raymond, ben, on essaie de comprendre un système qui a été mis en place pour plus de 150 ans pour un État qui a choisi de conserver certaines choses, mais beaucoup d'autres non. Donc ça, c'est peu qu'il y a une grande partie des informations qui vont être perdues à jamais.
Mais tout ça est comme mélangé avec des sortes de documents qui sont là, mais on n'a pas accès. Par exemple, pour ceux qui sont un peu moins familiers, toutes les archives sont pas à l'Anseter. On n'a pas accès à tout à travers de l'Anseter. Donc, par exemple, il y a certains archives qui sont encore sous restriction aux bibliothèques Archives Canada. J'imagine que peut-être la Nation du Solo aura des expériences similaires. Nous, on a déjà déposé de plusieurs demandes d'accès. Ça fait des années. Et on attend encore. J'ai eu aussi la possibilité de parler avec des autres équipes de recherche qui attendent encore. C'est comme s'il y a un décalage entre la temporalité qui nous impose certains instances gouvernementales, puis le besoin, puis l'urgence des communautés de nations d'obtenir des réponses euh, à des questions quand même centrales. Et toute cela étant dit, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes qui sont sur réserve aux bibliothèques Archives Canada. Donc, il y a beaucoup de spéculations tout le temps par rapport à qu'est-ce qui manque vraiment et est-ce que ça serait là les informations qui manquent ou véritablement ils sont perdus. Peut-être aussi une autre réflexion concernant les attentes, puis je crois que c'est aussi une difficulté très importante à gérer en relation à la recherche, c'est les attentes de qu'une fois que la recherche soit finie, ben, on va être capable de tout comprendre. Certainement pas, comme il y a signalé Raymond, il y a une grande partie des enfants qui n'ont pas laissé de traces archivistiques. Nous, on voit ça, on travaille beaucoup sur la bureaucratie du département d'affaires indiennes, puis on voit comment il y a certains enfants qui laissent beaucoup de traces bureaucratiques derrière et des autres qui sont presque invisibles. Par exemple, les enfants, les day pupils qui ne mangeaient pas dans les pensionnats, ben, ils n'ont pas de traces. Et c'est quand même des pensionnaires, c'est des survivants, mais du point de vue de l'Indian Affairs Branch, ben, comme on ne pouvait pas réclamer de l'argent pour subventionner la présence de ces enfants-là, mais on n'a pas laissé de traces bureaucratiques derrière. Donc, il y a aussi, pas seulement il manque des archives qui sont perdues, il y a même des enfants qui ont été invisibles pour les systèmes qui n'ont pas laissé même presque des traces. Ça pose aussi des problèmes au moment de la restitution, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand les familles, les survivants vont venir demander des réponses, ben, il va y avoir certains, sur certains, on va avoir presque rien. Donc là, peut-être j'adresse la question un peu à Isabelle et à Kathleen, que vous êtes un peu justement du côté envers les communautés. Comment vous pensez que vous allez pouvoir gérer ça? Comment imaginez-vous que ça va être le moment un peu de la restitution, tellement attendu, mais si inégal, dû un peu à la recherche qu'on essaye de faire, mais avec toutes ces restrictions qu'on mentionne tout à l'heure. Avant de parler pour la restitution, j'aimerais pas parler, tu sais, je sais, Pamela, elle travaille, tu sais, pour trouver toutes les données, les choses. Puis c'est ça, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est que nous, les enfants, comme plusieurs sûrement, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont changé de nom. Il y a même des enfants qui ont été baptisés au pensionnat. Là, je parle pour celui de Pointe-Bleue. Alors, ça peut arriver qu'un enfant a porté 3 ou 4 noms. Fait que ça commence à être plus ardu, là, au niveau de faire la ligne, tracer la ligne vraiment du début à la fin. Donc, nous, on a encore des écoles, tu sais. Puis, ce qu'on on va regarder dans nos archives pour essayer de voir, on en a toutes les listes des étudiants. Fait que peut-être que sûrement ça va pouvoir aider là, pour identifier les noms. Puis aussi, au niveau du presbytère, aller voir les actes de naissance, d'avoir accès à ça pour pouvoir vraiment pouvoir permettre de mettre le nom sur l'enfant, tu sais, puis de le suivre jusqu'à la fin. Fait que, en tout cas, moi, comme coordonnatrice, puis j'essaie d'aider Pamela. Moi, je suis pas dans les archives et tout ça, mais dans les archives chez nous, j'ai accès. Tu sais, on a accès. Puis on a même aussi la Société d'histoire de Mashtawiyatch qui a quand même aussi des archives. Fait qu'on travaille là-dessus pour essayer là, de combler les lacunes pour l'identification. Puis aussi, on a bâti un questionnaire qui va être adressé à tous les gens qui ont fréquenté le pensionnat ou qui ont travaillé aussi au pensionnat. Alors, c'est un questionnaire questions fermées, questions ouvertes
qu'on est supposé d'administrer au début du mois de mars. Alors avec ça, on va sûrement avoir aussi des données, parce qu'il faut pas se le cacher, il y en a de plus en plus qui deviennent âgés, il y en a qui sont décédés. Donc on essaie le mieux possible là, d'aller chercher les données. Mais en même temps, comme vous savez, les gens ont été beaucoup sollicités, hein, les anciens pensionnaires, puis il y en a qui ont plus le goût de parler, il y en a qui sont tannés. Tu sais, fait que ça aussi, c'est quand même un enjeu. Tu sais, c'est des données qui sont importantes, mais tu sais, on voit qu'il y a des gens là que c'est plus difficile. Pour la restitution des données, on n'est pas rendu là encore. Nous, vraiment, là, on finit la recherche et tout ça. Pamela nous a dit différentes choses, comme par exemple d'avoir un coffret, puis que la personne pourrait avoir, là, tu sais, la ligne de temps avec qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Que ce soit le bulletin, les dossiers de santé, ces choses-là. Mais on n'est pas rendu là. Puis aussi, l'enjeu qu'on a au sein de Mashtaouiatch, c'est que on a beaucoup d'Atikamekw qui sont venus à notre pensionnat. J'ai les données, là. Juste par exemple, on a eu, sur 20 ans de présence, il y a eu 752 Atikamekw contre 308 Inuits. Fait que nous, on va avoir beaucoup de données au niveau des Atikamekw. Fait que nous, on peut pas les garder pour nous. Tu sais, il va falloir penser à une façon de transmettre cette information-là qui va être pertinente pour eux éventuellement. C'est ça. Fait que puis on veut éviter aussi que tout le monde cogne à la porte pour dire ben moi j'aimerais savoir de l'information sur telle ou telle personne ou tu sais il va falloir qu'on soit paramétré, il va falloir que ça soit vraiment mais j'imagine qu'il y a des modèles parce que je vois que vous êtes beaucoup plus avancé peut-être que nous vers l'ouest là, c'est de Vancouver et tout ça. Mais en tout cas, nous à Mashtaouiatch, on n'est pas rendu là, mais c'est sûr que les gens puis à chaque fois qu'on met parce que là quand on fait des actions comme ça, comme tantôt je vous parlais du questionnaire qui va être administré, tu sais, il faut informer la communauté, il faut aller avec les élus avant. Tu sais, on est un gouvernement, là, fait que moi, il faut que j'aille des résolutions, il faut que j'aille la permission, il faut que je m'assure que tout le monde s'est bien compris. Ça aussi, c'est d'autres enjeux qui sont quand même importants. Puis aussi, au niveau du financement, ça aussi, c'est important. Puis nous, on a eu une barrière, puis je tiens à le dire, là, nous, on a été obligé d'avoir un arrêt ministériel pour signer l'entente de recherche avec l'Université Laval. Fait que Pamela pourra vous en parler, mais ça, je pourrais vous dire, là, ça a retardé de 1 an. L'arrêt ministériel qui a été signé par le ministre de la Justice du Québec. Tu sais, ça, c'est des choses là, que normalement, on devrait pas avoir, tu sais. On est au niveau fédéral, on a une reconnaissance et tout ça, puis quand le provincial vient s'imbriquer dans nos choses, on n'est pas très content. Mais ça a quand même fait du retard. Tantôt, je vous parlais du budget qu'on avait eu de Vérité Réconciliation. On n'a même pas été capable de tout, tu sais, ça a été difficile de tout le dépenser parce il y a eu des enjeux puis tout ça. Fait que c'est plate d'être obligé de retourner l'argent. Ça, c'est politique, là, mais c'est des choses aussi comme, tu sais, il y a eu beaucoup de contraintes, mais on lâche pas. Puis je pense que Pamela elle a une belle équipe. En tout cas, nous, on est vraiment confiants d'aller au bout de ça. Puis c'est ça. On va terminer là. Merci Isabelle. Kathleen, je ne sais pas si tu voudrais Et rebondir, nous oui, raconter un peu. eh bien, pour moi aussi, c'est important, comme Isabelle disait, nos aînés commencent à être vieux, ceux qui sont allés au pensionnat. Quand on est allé à Matsumekou, il y en avait de 80, il y en avait de 85 ans. Il était encore lucide, mais il y en avait qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Ça, je pense aussi, on est comme le train qui passe, puis qu'il faut se dépêcher un peu plus pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir donner ce qu'il leur est dû, comme on dit, là, de restituer ce qu'on veut donner, comme le parcours. Quand on regarde toutes les aînés qui sont allés, ben, puissent le voir, tu sais, parce que c'est sûr que ça va appartenir aussi aux enfants. Ce que les gens ont demandé aussi dans nos rencontres, c'était d'avoir un monument pour chaque communauté qui puisse être identifié comme quoi ils sont allés au pensionnat pour ne jamais oublier. Tu sais, c'est ça notre titre de notre projet de recherche. Puis pour eux, c'est important d'avoir ça pour leur rappeler d'où ce qu'ils viennent. Puis aussi, pour moi, ce projet de recherche-là, ça va permettre d'avoir la vraie histoire. Tu sais, parce que c'est marqué nulle part. Puis pour moi, je pense que ça va être important pour nos générations futures, pouvoir comprendre, tu sais, puis pas juste voir la moitié de
qui se fait aussi. Je pense que c'est important. Quand on parle aussi de qu'est-ce qu'on veut donner aussi, moi, ce que j'avais proposé aussi au projet de recherche, c'est de faire un genre, le parcours, mais aussi de donner pour la nation Innu un couteau croche. Parce que l'enfant, avant de rentrer au pensionnat, ben, il y avait un couteau croche. C'est ça qui permettait de pouvoir travailler, de pouvoir jouer avec son couteau. Alors que la petite fille, ben, il y avait un genre de sac de couture où tu pouvais faire la couture. Puis quand il rentre au pensionnat, ben, il a perdu tout ça. Puis je pense que c'est de redonner quelque chose de symbolique, je pense que ce serait bien pour la restitution, là. Merci. Merci beaucoup, Kathleen, pour ce partage. Je voudrais vous adresser la dernière question qu'on avait prévue. Quelle sera, selon vous, la situation dans 5 ans concernant la recherche sur les pensionnats autochtones? Je sais que c'est une question difficile, mais c'est aussi pour essayer d'imaginer ensemble où on s'en va, c'est quoi les défis à venir, et où on va être rendu d'ici 5 ans, selon vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer. The NCTR is putting together another CFI application, Canada Foundation for Innovation application. Our last one was for 5 years to develop preservation infrastructure to make sure that the digital records are preserved for the long term. This one would be for research, because at the moment, the main access through an online database service is access to memory is a online relational database, but it's made for it's built off a preservation project. So it's not really a research oriented interface. So we'll be developing in the next few years a new research repository that will provide better access to the primary records, the records that document the activities of the administration and operation of the schools. I'm trying to slow down here. And also what's been published, so that there will be a list of secondary research that can be linked to these records. But in addition to that, we're going forward with a very large project on what we're calling legacies, the intergenerational health impacts of residential school trauma. So we've done a pilot project with the Manitoba Center for Health Policy, and we have gotten results that indicate statistically through health service records that the MCHP can access that there was a significant impact documented statistically in health services of the experience of residential schools on the survivor and their families. And we looked at things like cancer, diabetes, suicide, addiction, etc. And they all return statistically significant results. So going forward, this is going to be our national project under the CFI, and it's going to be supported with a research repository that will be better tailored to communities so that they can better access and use the records that we hold. And if just one almost curiosity, because I'm so over my head in this technology, but we are looking now at the potential of using AI to transcribe the handwritten records that are in our various series holdings. And the results that we've found so far have been quite remarkable. So I would say in 5 years' time that we would have a significant amount of transcription performed through AI, and I would anticipate as translation improves, translation as well, because it should be recognized. A lot of the 44 schools were operated by the Oblates in the West and the North, and the predominant number of nuns and priests that worked those schools came from Quebec, by the thousands, in fact. There's even an historian at the University of Montreal who says that the history of residential schools in Western Canada is the history of Quebec, given the number of people that volunteered to serve in those schools. And many of the documents that they wrote were written by hand in French. So transcription, translation through AI in the next 5 years, I think might be one of the biggest steps we'll get, if we even get this CFI. So, but that's our goal. I might just jump in. So certainly, I think, Kathleen touched on this earlier as well about the funding
being precarious and unsure in the future. At the moment, we are thinking about how do we get to answering some of our core questions that we have in our research plan, and at least being able to identify why are we not able to answer some of these questions, to articulate that for ourselves, for the community members that, as Isabel is saying, it will have those expectations of us finding information about their loved ones. And to deniers, as Kathleen has mentioned, to be able to say, well, because we haven't found any information, but these are all the reasons why, and also focus on what we have found. But on a more optimistic note, in 5 years, it is our intention to continue to do research into residential schools, but in support of creating curriculum that is going to be offered in our local schools that is particular to the Stalo experience of residential schools, to the context of the schools that operated in the Stalo territory, so that, as everyone says, we never forget this history. And so that's going to be our focus, which is going to be different. We've really focused on individuals, and that will, of course, inform some of that curriculum. But I'm hopeful that we can start to look at the system in other ways to broaden it out into other areas rather than just who died and where were they from, those kind of core questions that we're trying to answer now, but trying to understand how did the system operate? How did all of those Quebecois missionaries end up in our territories? And I think that will be the legacy of this work for us, is going to be developing that curriculum that can be offered in local schools that isn't just about residential schools as this big system, but things that impact your neighbors, your families, your communities in a real localized way. Kathleen, I don't know if you had anything you want to add. No, the only other thing I think is the other, Amber talked about it a little bit before as well, about sort of that bigger public communication. And I think so in addition to, the school curriculum development, I think another big push would be to those broader community level discussions, again, rooted in what happened within the territories themselves and places that people potentially visit, that they drive by, it's locations that they know well, and to be able to start having those bigger discussions within a wider community members. Oh, and then I guess as well, just one more thing as well, because we do have a lot of information. We've been gathering a lot of knowledge over these last number of years, and so I think working. The other piece is, Isabel, you spoke about this as well, about how do we share this with the other communities? Kids came from all over the province to institutions that are in Stalo territories. And so over the next number of years, I think the hope would be that how do we share this knowledge with the families, with the communities that had kids that potentially didn't come home, that we have things to share about. Est-ce que Isabelle, Kathleen, vous voudrez rebondir justement autour de cette question sur où vous voyez qu'on pourrait être, vous peut-être où vous souhaiterez qu'on soit en 5 ans en relation à cette recherche-là? Moi, je pense que dans 5 ans, je nous vois, je pense, avec l'Institut, avec l'Université Laval, d'élargir les partenariats ensemble, de travailler ensemble, parce que c'est important, je pense, de tous se rallier pour pouvoir s'unir ensemble. Quand on regarde tous les résultats, mettons, qui a été déjà fait à l'Université Laval par rapport aux cartes graphiques, par rapport à la base de données à Sumatum, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi, je pense, important de parler de ce madame qui veut dire qui relie, c'est comme ce qui a été là, comment je dirais ça en français, ce qui a été là avant, puis ce qui est là aujourd'hui, ben, c'est de faire le lien ensemble. Je pense que c'est important de tout relier ensemble. Ça va permettre, je pense, aux familles de comprendre la manière comment il avait été fait la recherche aussi. C'est par rapport à l'enlèvement. Quand je vais rencontrer les communautés, j'emploie pas l'enlèvement, j'emploie pas les mots qui est
très difficile pour moi parce que mes parents sont allés là. Quand le pensionnat a fermé, j'avais 3 ans. J'ai été comme bénie de ne pas avoir été au pensionnat. J'ai fait l'école du jour, mais on ressent encore toutes les conséquences intergénérationnelles dans nos communautés. On le ressent beaucoup. Pas juste ressentir, on le vit. Puis pour moi, je pense, avec ce qu'on fait, j'ai confiance que ça va bien aller, puis que si on collabore ensemble, ça va être très bon pour la nation Innu, les Cris, puis les Inuits aussi. Merci Kathleen. Isabelle, est-ce que tu voudrais rebondir? Oui, ben moi je partage aussi qu'est-ce que Kathleen mentionnait. Ben moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on ait accès aux données, tu sais, au moins que ça se démocratise. Je souhaite ça d'ici 5 ans, peut-être avant, parce que c'est quand même majeur là, comme enjeu, je pense. Là. Je pense pas, là, je suis certaine. Nous, il y a les communautés religieuses, tu sais, qui ont été aussi au sein de la communauté, donc c'est difficile d'avoir des données aussi de cette communauté religieuse-là. Dans 5 ans, ben, j'espère que la recherche sûrement va être complétée, qu'on va pouvoir partager avec les membres de la communauté et des autres personnes qui ont fréquenté le pensionnat. J'espère que ça va pouvoir peut-être mettre un baume sur le cœur de ces gens-là, tu sais, parce que c'est quand même, moi, quand je présentais le projet, là, je suis allée souvent, là, présenter les avancements du projet, puis quelqu'un me disait, un élu me disait, ah ben, moi, mon grand-père est allé à Fort-Georges, puis il sait pas pourquoi, puis il a oublié des pans de sa vie là-bas, tu sais, fait que tu sais, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens de chez nous ils ont été déménagés vraiment ailleurs, dans un autre pensionnat, pour vraiment les éloigner, tu sais, de leur famille. Mais c'est ça, moi, d'ici 5 ans, là, je vois la démocratisation au niveau de l'accès aux archives, qu'on puisse avoir nos données, nos choses, puis vraiment bien les gérer avec une façon vraiment respectueuse. Merci beaucoup. Là, en voyant que le temps quand même a passé très vite, je voudrais peut-être ouvrir, je ne sais pas s'il y a des questions pour les personnes qui restent connectées, si vous avez des commentaires, des réflexions à faire. Oui, Hmm. j'aurais une question. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Nadine Etishnikashin, ou Peshtokoyatlouchin. Ma question, c'est pour Kathleen André, puis Isabelle Lalancette. Vous parliez tantôt, Kathleen André parlait donc des enfants, puis de l'importance du lien, de tisser des liens à travers cette recherche-là. Et je me demandais, les enfants d'aujourd'hui dans les communautés, entre autres à Matimekouche, Mastoyache, est-ce qu'on leur en parle des pensionnats? Qu'est-ce qu'ils connaissent des pensionnats? Comme j'ai mentionné tantôt, j'ai fait un travail sur les pensionnats, ça fait à peu près 3 4 ans. J'avais rien trouvé. C'est comme travail de recherche, là. J'avais pas trouvé grand-chose. Les enfants aussi, on dirait que c'est tabou. Comme je disais tantôt, il y a des mots que moi je peux pas employer, dire enlèvement, est-ce que tu t'es fait enlever ou si on parle pas des prêtres, on parle pas des abus, alors on sait tout ça, mais je pense que ça va être important avec le projet de recherche de pouvoir avoir la vraie histoire, tu sais. Moi, j'ai regardé tous les livres de Serge Bouchard, puis je me suis dit, waouh, c'est lui qui aurait dû tout faire nos livres, tu sais. Puis, tu sais, j'ai quand même, j'ai travaillé beaucoup sur la culture, puis pour moi, c'est important de montrer à nos enfants, parce qu'ils connaissent pas leur histoire, autant dans la culture, puis autant aussi dans les pensionnats. Tu sais. On est comme dans une période, on est comme en train de chercher. Comme la fin de semaine, on était avec des aînés, on a fait, on a donné des cours aux femmes. Ces femmes-là, ben, ils ont 30 ans, 40 ans, puis ils sont en train de se chercher encore. Imaginez pour nos enfants, imaginez eux qui connaissent pas leur langue, parce que je suis en train de faire la tournée des communautés pour le portrait sommaire de la langue. Puis je suis en train de faire mon rapport, puis je suis en train de me dire, c'est ça, les conséquences intergénérationnelles, parce que c'est comme, on dirait que les jeunes ne veulent pas trop parler de nous, parce que ils ont comme encore honte
parce qu'ils connaissent pas leur histoire. Puis, tu sais, en fin de semaine, les femmes disaient que ils étaient contents de retourner aux sources parce que c'est ça qu'ils veulent montrer à leurs enfants. Merci. Ben moi, c'est certain que je suis pas dans les écoles, tu sais, je suis pas sur le terrain autant que Kathleen, là, tu sais, toi, t'interviews, tu rencontres des gens, tout ça. Mais je sais qu'au niveau du cursus scolaire de la communauté, on a vraiment un volet culturel et historique. Donc, les pensionnats, ils en parlent, mais je pourrais pas vous dire, là, est-ce qu'ils en parlent, c'est beaucoup, là. Mais c'est sûr oui, ils en parlent. Puis, c'est ça, nous, au niveau de la langue aussi, on a fait notre politique d'affirmation culturelle, elle a déjà 20 ans. Puis, on est en train de revoir pour faire une mise à jour, tu sais, de notre politique culturelle 2.0, si on veut. Puis, les locuteurs se font beaucoup plus âgés. On en répertorie peut-être 90-100 dans la communauté, c'est quand même pas beaucoup. Mais il y a vraiment une recrudescence pour apprendre la langue. Il y a des cours qui sont donnés. Il y a vraiment, comme v'là 2 semaines, il y avait une immersion en territoire. Fait qu'il y avait comme un 4 jours que les gens allaient en territoire, tu sais, pour apprendre la langue, la culture et, tu sais, s'enrichir de la culture là, des membres de la communauté. Mais pour répondre à votre question, oui, on en parle un peu dans notre cursus scolaire. Merci Nadine. Je ne sais pas s'il y a une autre question dans les personnes qui sont connectées. Ok, peut-être pas. Ben, peut-être je vais profiter pour vous remercier, pour remercier encore d'avoir accepté de participer à cette discussion. Remercier aussi les personnes qui sont connectées pour poursuivre la discussion. Qui est une discussion, clairement, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'éléments qu'on a seulement euh, parcouru très rapidement aujourd'hui, mais je trouve que ces espaces sont rares, les espaces en plus où on peut échanger entre côté francophone et anglophone du Canada, de temps en temps se voir, puis savoir dans quelle situation ils sont, les autres équipes de recherche. Je trouvais que bon, c'était une belle occasion justement pour profiter de ça. Puis aussi, bon, avec la question de la fin aussi, ça donnait un peu d'espoir aussi, de voir un peu plus loin que les difficultés qu'on rencontre le jour avec le travail, parfois très éprouvant qui vous faites là, qui on fait tous avec la recherche sur les pensionnats. Donc, pensez un peu dans le long terme, puis les objectifs qu'on voudrait atteindre, ben, ça, c'était vraiment intéressant de vous écouter. Puis voilà, vous remercier encore d'être là et remercier aussi encore Wedge d'avoir proposé cet espace, de nous avoir invités, de nous avoir accueillis. Donc merci Karen pour l'organisation et Gérard aussi. Thank you, Pamela. So I'd just also like to thank you for organizing this event and for all our guests who were able to come and speak with us today about this really important topic. And just as this is the last Wage Roundtable event, I would also like to thank Mary Len for all of her hard work on all of the events, as well as Cindy Michaud, who works behind the scenes on the YouTube videos and the advertising. I'd like to thank everyone who's come to our events in the past, who's participated, who's organized. I'd also like to thank Gail Fondle, who helps, we've worked together with the organizing of the events. And of course, I'd like to thank Gerard and the Wage Circumpolar Partnership for these events. So, thank you.